qui se comportent également mal. Nous sommes dans un capharnaüm. Au moment où les enfants reprennent à se modeler au rythme de l'école, c'est une situation pour laquelle les pouvoirs publics doivent être seulement regardants, pour éviter que les nôtres soient non seulement trempés debout, mais également subissent des sévices qui sont de nature dégradante. Stéphane Idjigui, bon après-midi, bienvenue. Jean-Jacques Foucault, bon après-midi. Bon après-midi à Georges Ameke. Bon après-midi à la régie qui nous permet d'être audible et visible cet après-midi. Bon après-midi à tout le consortium Renapro Finance SA, les directeurs, les chefs d'agence, tous ceux qui participent au rayonnement de cette entreprise qui prend de plus en plus de l'envol. Bon après-midi au couple révérentiel. Dans révérentiel, il y a révérence, il y a révérend. Donc bon après-midi au révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, à sa charmante, tendre épouse, notre mère, la reine Esther Bissaï. Le mot a tout son sens. Nous, à la vérité, vous savez, je ne sais pas flatter. Lorsque j'appelle la reine Esther, la maman, c'est parce que à chaque fois, elle a joué le rôle de maman quand nous en avons eu besoin. Je salue vos auditeurs, ceux qui m'aiment particulièrement, et même ceux qui me détestent. Parce que ceux qui vous détestent aujourd'hui peuvent vous aimer demain. Oui. Vous savez, le temps a-t-on souvent l'habitude de dire le seul véritable tribunal de l'histoire. Quand vous êtes un héros, c'est-à-dire H-E-R-A-U-L-T, c'est-à-dire un porte-parole. Quand vous êtes un porte-voix, il faut éviter d'agir en fonction des caprices du peuple. Oui. Vous savez ce que vous devez faire? Dites-nous. Vous devez rester constant. Oui. Quelquefois, vous devez même énerver le peuple. Ah bon? Oui. Peut-être pas trop quand même. Hein? Il faut énerver. Parce qu'à la longue, ce peuple commence à vous aduler. Il faut lire Machiavel. Parce qu'il est énervant. Non, parce que finalement, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vous changer. Que c'est vous qui devez les changer. Vous voyez, par exemple, le ministre Momo, au départ, les gens disaient pas mal de choses. À un certain moment, on dit, bon, il faut mieux faire avec lui. J'ai vu des gens dire, oh, le Moulinex, ceci, cela. Mais aujourd'hui, il a beaucoup de fans. Hein. Il a plus de fans qu'avant. Il en est de même de tous ceux qui observaient bien. Vous savez que Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, c'est la pierre angulaire qui a été rejetée. Mais c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. C'est sur la pierre de Jésus qu'on a bâti l'église. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui sont chrétiennes. Pour dire que c'est pas parce qu'on vous rejette aujourd'hui que vous allez changer de discours, que vous allez vous compromettre, que vous allez aller chercher à manger. Voyez-vous, pour arrêter de dire la vérité, Oui. vous devez rester fier, debout et ferme, et vous tenir sur la posture de quelqu'un qui doit la vérité au peuple et qui, par amour pour le peuple, dira toujours la vérité. Vous allez donc me permettre de chuter. Allez-y. En rendant un vibrant hommage à une de vos consoeurs aînées, Marie-Françoise Eolo, qui présentait le 13h à la CA TV, sans publicité, qui a donc pris sa retraite la semaine dernière, autour d'une cérémonie très courue. Je la salue, je n'ai pas de relation particulière avec elle, mais c'est une étoile, me semble-t-il. Parce que, vous avez souvent écouté au journal. Oui, le 13h, sa voix retentissante, imposante, et autoritaire, nous rendait suffisamment ministère. C'est comme ça qu'on parle à l'église, rendre ministère, c'est-à-dire ça nous rendait service. Merci de m'avoir invité une fois de plus cet après-midi. J'espère pouvoir être à la hauteur. Mais, Foucault, je voudrais vraiment vous demander aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de me répondre aujourd'hui. Quel est votre secret? Comment vous faites pour inviter autant d'intelligence sur votre plateau? Chaque fois que je suis venu ici, la semaine dernière, c'était un monsieur qui parlait de Rice. D'ailleurs, j'ai pris un ouvrage. Oui, une méthode. La méthode monsieur Cacqueux, quelque chose comme ça. Oui, Curtis Cacqueux. Curtis Cacqueux.
Aujourd'hui, j'ai vu, c'est Madame Nyong. Oui, Annette Nyon. Ouais. C'est une jeune Camerounaise qui, vraiment, je dis, elle a vécu en Europe. Ouais. Et elle a décidé finalement, comme ce que j'encourage. Moi, je pense que quelquefois, il faut sortir pour l'expérience. Il faut partir en Occident, aller chercher le feu et revenir pour faire bénéficier de cette C'est vrai que c'est pas expertise-là. facile. Et vous allez observer que sa maman l'accompagne partout. Parce que, pour vous dire, le Cameroun est difficile. Il faut oser revenir. Oui, et c'est bien parce qu'elle est revenue. Vous savez pourquoi je félicite ces écrivains? Parce que j'ai commencé à écrire. En dehors de ma thèse, je peux vous assurer, je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Ce n'est pas facile d'écrire. Du tout. Du tout. L'écriture est très capricieuse, très jalouse. Quelquefois, vous avez l'inspiration, mais vous n'avez pas un truc pour noter. Pour écrire, voilà. Et vous êtes obligé d'aller rapidement dans votre téléphone. Et généralement, les pensées que je distille chaque jour sont les morceaux choisis de mon livre, dont le titre est à lui du souverain. Ah, ça promet d'être intéressant. À lui du souverain, oui. J'estime qu'on a beaucoup cité Machiavel, c'est un occidental. J'estime qu'on a beaucoup cité le cardinal Mazarin, c'est un occidental. À lui du souverain, ce sera un livre qui va parler aux politiciens, qui va parler aux rois, aux princes, à tous ceux qui aspirent au leadership. Moi, j'ai envie déjà de le lire. Hein. Vous le lirez. J'espère pouvoir publier à l'Harmattan comme Madame Nyong, parce que c'est pas évident. Oui, c'est pas évident du tout. Oui. On fait, c'est seulement critique, c'est rigoureux. Et quand vous avez publié là-bas, même si vous ne vendez pas, vous savez que vous avez fait un travail. C'est un côté, ça porte une dose de crédibilité. Oui. Et ensuite, la possibilité de vendre votre livre au-delà du Cameroun est quand même dense. Ça, il faut le reconnaître. Et dans ce livre, je ferai un témoignage sur comment est-ce que la ponctualité impose au roi. D'accord. Ah, voyez-vous. Et je ferai une fleur à quelqu'un que vous connaissez, mais je ne donnerai pas le nom. On va donc attendre. Alors, Georges Ameki, tout à l'heure, on parlait de la responsabilité des établissements en ce qui concerne la sécurité de nos enfants. Certains établissements scolaires n'ont malheureusement pas de clôture, d'autres en ont. Mais à quel niveau leur responsabilité est engagée lorsque les enfants viennent à l'école? Avant de toucher bien sûr le pan des parents qui également ont leur part de responsabilité en ce qui concerne la sécurisation de nos enfants lorsqu'ils s'en vont à l'école. En effet, il s'agit là de la responsabilité de la communauté éducative. Et non celle exclusive de l'école ou des parents. C'est de toute la communauté éducative. Oui. Dans laquelle trône en première place l'État. L'État du Cameroun. C'est un service public, donc comme il est parfois concédé à des privés, c'est d'abord le droit de l'éducation est un droit fondamental. Il incombe à l'État du Cameroun de former ses citoyens. Oui. Parce que les dividendes qu'on retient des contributions obligatoires, impôts et autres, doivent participer à ce genre d'activité. Donc, quand on parle de la sécurité, si on prend déjà, vous avez choisi de commencer par l'enceinte de l'établissement. Oui. Ça veut dire que les enfants sont déjà quittés de chez eux, ils sont arrivés à l'école et n'ont pas été recalés hors du portail, comme certains établissements se permettent de le faire. Vous êtes en retard, on ferme le portail, vous restez à l'extérieur du portail. Avant d'aller à l'intérieur, parce qu'on a vu effectivement ce phénomène dans plusieurs lycées, est-il normal de recaler les enfants et laisser ces enfants à l'extérieur des barrières? Parce qu'il y a également des dangers qui pourraient survenir. C'est par là que le marasme a commencé. Par le comportement nocif et indélicat de ce qu'on appelait à l'époque les surveillants généraux. Le surveillant général, le surveillant des secteurs, et parfois le vigile et le portier devenaient des donkeys, les faiseurs de roi. Oui. Il est inadmissible, parce que nous parlons ici de la communauté éducative, il est important de magnifier cette communauté éducative. Il est inadmissible quand l'enfant quitte la maison, il est en route pour l'école. Si on était en endroit de travail, l'accident dans le trajet, c'est un accident de travail. Le trajet pour l'école, pour l'école, s'il y a un souci, si c'était un travailleur, on dirait que accident de travail. Sur le trajet, c'est un accident de travail. Donc l'enfant a quitté la maison, il est sur le chemin de l'école. Il arrive à l'école, soit avec quelques minutes de retard. Il est inadmissible que vous empêchiez l'enfant d'entrer dans l'enceinte de l'établissement. Le seul endroit où cet enfant doit être conformément à la tenue qu'il arbore, c'est l'enceinte de l'établissement. Vous l'admettez dans l'enceinte de l'établissement, vous pouvez lui empêcher d'accéder à la salle de classe parce que le cours a déjà commencé, il peut le perturber. Oui.
Encore qu'il y a certains enseignants qui sont indulgents. Le plus important, le plus dur, c'est de franchir la barrière. Dès que tu te prends dans la salle de classe, le professeur sait que cet élève est souvent très assidu, il va te dire entre. Mais empêcher aux enfants d'être en sécurité dans la situation et les laisser à l'extérieur, c'est pas là que le désordre doit commencer. Ceux qu'on recalait, parfois se surprenaient à chercher au quartier un passant d'acheter un t-shirt de 500 pour ceux qui avaient les moyens, de troquer la tenue par un t-shirt. Et il va jeter la tenue dans le sac. Il a le pantalon, le haut est dans le sac, il a mis un t-shirt. Du coup, vous ne pouvez pas l'assimiler à un élève. La jeune fille, pour ceux qui ont les jupes, elle va enlever le haut, elle va mettre un t-shirt. C'est plus une élève. Elles vont se livrer à la vadrouille, elles vont aller chez les copines, aller chez XY, là où les parents ne sont pas là, vadrouiller, seront à la merci de quelques malheureux. Prédateurs qui passent par là. De quelques prédateurs qui vont leur miroiter une certaine félicité. Et voilà comment la dépravation a commencé au Cameroun. Voilà comment les filles commencent à dire aux autres, pendant que toi tu fais le cours du prof là, il m'énerve même. Moi j'étais, j'ai fait. Certains élèves se retrouvent à 10 km de lieu de leur établissement. Ils sont allés vadrouiller. Parfois, on va rentrer en classe. D'autres ont même voyagé. Oui, parce que si le matin, on voyage, on va loin. Oui. On voyage d'1 heure ou 2 heures. Et n'allez pas croire que c'est l'enfant qui est forcément idiot. L'école l'y a contraint à embrasser une nouvelle trajectoire. Que fait l'enfant hors du portail de l'école pendant 2 heures de temps? Jean-Jacques. Que fait l'enfant hors du portail? C'est inadmissible. Nous le voyons au quotidien. Quelques farfelus estiment qu'ils sont rigoureux, ils sont durs, ils sont sévères. C'est pas ça la sévérité. Parfois, le surveillant général se place devant le portail et il demande aux élèves de rentrer. Rentrez chez vous. Et maintenant, comme les élèves ont peur de rentrer à la maison, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Parce qu'à la maison, c'est un autre mouroir. Le parent sera dans tous ses états. À l'école, impossible. Que fait l'enfant? Voilà comment on a commencé à entraîner les enfants de la délinquance progressivement. Or, ce surveillant général qui tourne le dos au portail demande aux enfants de rentrer chez eux, c'est le premier irresponsable. C'est le premier irresponsable qui ne sait pas comment. Et tous ceux qui sont arrivés en retard sont arrivés pour le même motif. Rassurez-vous. Il ne sait pas ce qui est la cause du retard de X ou de Y. Il ne sait pas quelles sont les pérégrinations que chacun a traversées avant d'arriver là. Il n'en sait rien du tout. Mais l'enfant se pointe quand même avec quelques minutes de retard. Ce que beaucoup de proviseurs faisaient, on vous arrive à la salle d'établissement, il y a une salle de paiement, il y a une salle de conférence, on part que le retardataire là-bas. Quand on a sur la première heure est finie, on vous demande d'aller maintenant. Si vos professeurs vous admettent en salle, tant mieux. Si vous ne vous admettez pas, vous revenez. En attendant que son cours finisse, si c'est un cours de 2 heures de temps, et au prochain cours, avant le prochain cours, vous y allez, vous intégrez ça à la classe, vous faites vous suivez vos enseignements tranquillement. Donc, le comportement de nos éducateurs, lui-même, il est source de beaucoup de malheurs dans notre système éducatif. Et j'ai indiqué d'entrée de jeu qu'il s'agit d'une communauté éducative. Dans la communauté éducative, chacun a un rôle à jouer. Et c'est la combinaison des rôles de chacun qui fait la mayonnaise et qui donne un goût exquis au produit qui en sort de ce système éducatif. Malheureusement, ici chez nous, tout est haché, entrecoupé. Chacun pense avoir fait le bon boulot, alors qu'il n'y a pas coordination entre les actions de chacun des maillons de la chaîne. Et par conséquent, c'est l'enfant qui est à la traîne. Et il y a pour beaucoup d'enseignants, réussite ou pas réussite, ça ne l'engage pas. Il n'en est pas responsable. Il ne paye pas le prix. Son problème, c'est de pointer son argent à la fin du mois. Peu importe la qualité des produits qui sortent de son école, peu importe la qualité des résultats qu'il a fait, ça ne l'intéresse pas. Donc quand on a en face ce genre de situation, ce genre de comportement, on est dans la décrépitude permanente et c'est notre système scolaire qui prend un coup. Pour dire simplement, pour chuter, qu'il est inadmissible de recaler un enfant à l'extérieur. Ça veut dire que c'est un enfant qui est sans maître, sans contrôle et qui est en proie à tout type de dérives. Alors, Stéphane Edjigui, est-ce que les enfants qui sont recalés au portail des différents établissements scolaires, s'ils se retrouvent à commettre des forfaits à l'extérieur, est-ce que les parents, notamment, peuvent engager un certain nombre de démarches pour que l'établissement qui a laissé les enfants à l'extérieur puisse répondre? Est-il possible? D'abord, une telle mesure est contre-productive et est antipédagogique. Vous devez le savoir. Je l'avais dit ici sur le plateau, c'est que en réalité, les gens confondent
la pédagogie à l'andragogie. Et que malheureusement, ceux qui sont souvent en charge de la surveillance ou alors de la discipline des enfants n'ont pas une parfaite maîtrise des lois les lois de la pédagogie. Ils agissent exactement comme ce père qui a vu sa fille fuguer et qui, quand l'enfant revient, lui dit « rentre là où tu étais ». Vous connaissez cette chanson? Il y a un jeune garçon d'ailleurs qui chante là, j'oublie un peu le nom, il fait dans, je sais pas, dans le mbolé, mignon, quoi là. Il dit que... Je ne peux pas le connaître, Stéphanie. Oh ben, il faut vous cultiver, vous êtes un homme de la culture. En fait, moi quand je suis une chanson, je cherche le message. Dans cette chanson, il dit qu'il a dragué la petite et depuis, elle n'est pas venue vers lui. Et que ce jour-là, elle a appelé, lui a dit que papa m'a mis dehors parce que j'étais... Bref. Et il disait donc que maintenant, toutes les boissons, tous les poissons brisés, c'est maintenant que ça va faire fort. C'est maintenant que ça va faire fort. Ah d'accord. Je ne connais pas très bien la mélodie. Vous voyez, moi, c'est le message que je retiens. Donc, les enseignants, les surveillants des secteurs, les surveillants généraux, les patrons d'établissements qui agissent en chassant les enfants qui sont indisciplinés ou qui sont arrivés en retard, en réalité, sont des personnes qui ne maîtrisent pas la pédagogie. Il y a plusieurs punitions. Je ne refuse pas, il y a des cas où on vous donne une mise à pied de 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour des cas extrêmement graves. Mais pour des cas de retard qui sont tout aussi graves, parce qu'il ne faut pas minorer. Mais avec ces problèmes de route, ces problèmes de climat, climatologique avec les pluies et tout ça, l'embouteillage et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est plus comme à l'époque où on pouvait faire des kilomètres mais il n'y avait pas de voiture. Vous marchez sur la route, vous êtes entre camarades et vous arrivez. Vous partez du village à 5 heures. Vous partez du village à entre 4 heures et 5 heures pour vous retrouver à l'école. Aujourd'hui, si vous envoyez votre enfant, si un enfant, vous l'envoyez hors de la maison à 5 heures, soit il va se faire agresser, soit il va se faire kidnapper. Oui. Donc, aujourd'hui, même à 6h, 6h30, c'est encore dangereux. D'envoyer les enfants dehors. C'est vrai. Il faut que les gens comprennent ça, parce qu'ils sont tout en train de dire « Oh, nous-mêmes, on est sortis à 4h, 5h. » Mais votre époque, vous étiez dans votre village. Ce n'est plus la même chose. Personne ne vous connaissait, vous n'étiez pas en danger. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est un peu plus... Vous gardez la parole. On marque un break. With MTN Cloud Fusion, enjoy a virtual private server located in Cameroon at amazing price. Call 8400. Maintenant, dans certains quartiers à Yaoundé, lorsque vous sortez à 5 heures, il vaut mieux marcher très vite. Parce que sinon, quelqu'un peut venir derrière. Et ça, c'est vous les adultes. Oui. Je parle des enfants qui sont kidnappés au jour le jour. On m'a encore envoyé un communiqué dernièrement où une petite fille très belle d'ailleurs, elle a été kidnappée. Les gens demandent des grandes rançons. Vous savez qu'aujourd'hui, il y avait le père de 70 ans qui a violé une fille de 4 ans. Vous envoyez donc votre petite fille. Ou alors vous allez dire que vous allez accompagner l'enfant à 4 heures. Si vous n'avez pas de voiture, on va vous agresser. Donc, ces gens qui ne comprennent pas l'environnement ne méritent pas d'être enseignants, éducateurs, ils ne méritent pas. Vous posez la question sur la responsabilité. La question de savoir si un enfant qui a été mis dehors volontairement par les enseignants ou les éducateurs ou les encadreurs ou le surveillant général, il vient et la plupart des établissements qui pratiquent ce genre de choses sont des faux établissements. Moi, à une certaine époque, aujourd'hui ça a quand même changé, j'habitais à La Carrière. Et il y avait un établissement à côté, à Madagascar, qu'on appelait, c'était Centre Jeunesse de Madagascar. Vous savez comment on appelait l'établissement là? Non, pas du tout. Au quartier, on appelait ça Pertan. Vous savez pourquoi on appelait ça Pertan? Mais parce que vous trouvez des enfants à l'extérieur tout le temps. Parce que les gens, l'enfant arrive, vous dites que non, il reste dehors. Comme il ne peut pas rentrer, il déambule et c'est là qu'il apprend à jouer la carte, qu'il apprend à consommer la drogue, qu'il apprend. Moi, j'ai été dans un collège, vous allez me permettre de rendre hommage à mes anciens du collège adventiste. Quand vous arrivez en retard, vous vous mettez d'abord à genoux. Après, on vous envoie laver les toilettes.
Après, on vous envoie laver les couloirs. Bon, en tout cas, si vous voulez arriver toujours en retard, on vous occupe. On ne vous fait pas rentrer. Vous comprenez? Vous vous occupez et dès que vous avez fini votre tâche, vous pouvez l'achever en 15 minutes. Si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais lavé le sol à la maison, il va de soi que vous ferez 1 heure, 2 heures là. Et ça, c'est votre problème. Mais dès que vous avez fini, l'enseignant n'a pas le droit de vous mettre dehors. Il n'en a pas le droit. Il a l'obligation de vous enseigner. Vous prenez le cours là où vous avez commencé et prochainement, vous allez comprendre. Nous, on avait un grand frère qui avait repris le probatoire au moins 7 fois. Il était suffisamment âgé. Et il arrivait en terminale déjà suffisamment mûr. C'est un grand frère dont je ne préfère pas. Mais il est fier, lui, il est même très fier. Un jour, peut-être, je le ferai venir ici. Il est professeur d'allemand aujourd'hui, très fier de raconter son histoire. Et c'est un grand frère très protecteur. Alors, ce grand frère, il arrive un jour à l'école, il avait déjà 2 enfants. Il avait fait des jumelles. J'ai dit, c'était un tonton. Puisque moi, quand j'arrivais en 6e, il était en première. S'il a fait 7 ans, ça veut dire que je l'ai retrouvé pratiquement dans cela. Donc, vous voyez un peu. Oui. Donc, il avait des jumelles. Et quand il venait lui venait à l'école, il venait avec ses enfants, ses 2 jumelles, qui étaient à la maternelle de Maranatha, là, à côté, au Courrier Adventiste. Les surveillants le voyaient bien comment il va laisser l'enfant. Et vous savez, quand vous êtes parent, vous écoutez au moins ce que la maîtresse dit s'il y a des choses à faire. Donc, il revient là avec sa tenue, il va entrer, et je me souviens encore, un surveillant dont je ne vais pas citer le nom, lui dit, oh, loco, bon, je ne voulais pas. Et tu es arrivé en retard. Donc on va te fouetter comme tout le monde parce que là-bas on fouettait. Un adulte. Et il a dit, mais je dis, monsieur tel, où on est là, en dehors de ma tenue, on a pratiquement le même âge. C'est avec beaucoup de courage et d'humilité que je reviens ici après moult échecs. Si en me fouettant là, mes enfants passent ici, ils voient qu'on fouette papa. Je vous dis, ces surveillants n'ont pas compris le message du monsieur. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Un surveillant qui était pratiquement son égal, et peut-être même son cadet, lui a administré un coup de fouet de tueur à gaz au dos. Vous savez ce qui s'est passé? Non. C'était un gars dont tout le monde avait peur au Kansik. Tous les awasheurs, les petits bandits que vous connaissez au Kansik avaient peur de lui. Donc, vous ne pouvez même pas s'imaginer. Et un gars très discipliné et calme. Quand on lui a donc donné ça, vous savez, quand on vous surprend avec la chicotte, la réaction était une gifle. Oula. Il a giflé ce surveillant allait tomber. Parce que je vous dis, il était extrêmement fort. Un gars de Mangui. Alors, le principal a dit, non, comme tu as giflé le surveillant, on va t'exclure. Il a dit, non, vous m'excluez, mais sachez que moi, j'ai dépensé un peu. Vous me remboursez mon an, il n'y a pas de problème. Je vais aller payer la place ailleurs. On dit, on ne te rembourse rien. Il dit quoi? Vous ne me remboursez rien. Il est sorti. À pied, petit croc, tac, 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 tac. Il est arrivé jusqu'à Mangui. Il a pris sa machette, il l'a mis. Oula. J'encourage pas, je veux simplement vous dire que quand vous ne savez pas gérer les grands, vous ne savez gérer ni les adultes ni les petits, vous allez vous retrouver en train d'être humilié. Il arrive au collège, le portail est fermé et on avait un gardien là qu'on appelait Alino. Alino dit que tu ne peux pas entrer. On a dit que tu n'entres pas. Il dit Alino, tu sais, tu ne peux pas me bloquer. Alino dit que tu n'entres pas. Il a escaladé et quand il voulait escalader, Alino a voulu l'arrêter. Un coup de tête, Alino était au sol. Et il a couru vers le bureau du principal. Malheureusement, pour le principal, le bureau était ouvert, il a entré. Il a fermé par derrière, il a sorti la machette et il a frappé ça sur le bureau. Puis à son âme, monsieur Pokam Ambroise a appelé la trésorière, en fait, ceux qui géraient la caisse pour venir lui restituer son argent. Elle a dit que vous appelez la police, je finis d'abord avec vous, parce que je vais aller en prison. Quel qu'en soit le cas, c'est-à-dire dès que vous appelez la police, ils vont me trouver avec la machette, je vais aller en prison. Si elle vous tue, je vais aller en prison. Donc, si vous appelez la police, je veux simplement mon argent. Et on lui a restitué son argent. Cette année-là, il est allé s'inscrire en Baladeux. Au lycée de Baladeux, il avait payé sa place. Et il a fait ses études. Je crois qu'il avait mis le probatoire là-bas. La gestion des enfants, c'est le véritable problème de notre éducation. Je vous ai dit sur un plateau ici, je ne sais pas si c'était un mercredi ou si c'était un ici aussi, je vous avais dit que notre système éducatif n'est pas adapté à notre environnement sociétal. Oui. C'est pour cela qu'on a des problèmes. Vous comprenez? Et quand Loko est revenu, parce qu'il est revenu en terminale, quand il est revenu en terminale, on l'a réhabilité. Il y avait toujours eu une situation comme ça, mais les surveillants avaient changé. Vous savez ce qu'on a fait? On lui a dit, bon, comme tu as fauté, il ne refusait pas les punitions. On lui a dit, tu vas couper les arbres. On avait quelques arbres là.
C'était difficile pour lui, mais il a coupé tous les arbres. Vous voyez? Et après, il est venu enseigner l'allemand. Dans l'établissement. Très bon enseignant d'allemand. Et tous les élèves l'aimaient, mais tous les élèves avaient peur de lui. Donc, pour dire que un bon éducateur ne cherche jamais à humilier un enfant. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Ouais. La même Bible dit que parents, n'irritez pas vos enfants. Quand un enfant veut venir faire l'école, vous choisissez de l'envoyer dans la rue. Vous êtes un gros irresponsable. Puisqu'il y a tellement de choses à faire. Moi, je connais un autre surveillant qui vous donnait la possibilité, quand vous êtes, on dit que, ok, comme tu as décidé que toi, tu es grand, tu peux aussi arriver au bureau comme moi. Et vous faire asseoir dans son bureau là. Vous savez que c'est fatigant de vous asseoir et de ne rien faire. Les gars, c'est vous là, plus vous avez décidé d'arriver en retard. Vous allez me regarder travailler. Oui. Et tu ne peux pas accepter revenir le lendemain. Donc il y a des méthodes de contournement de ces pour éviter de mettre les enfants ces dehors. méthodes qui me semblent moyenâgeuses. Alors, Georges Ameke, tout à l'heure quand même, Stéphane Edjiga a soulevé quand même un pan, la question d'âge des enfants qui... C'est pas souvent les enfants du même âge qui arrivent. Donc nécessairement quand on est à l'intérieur des établissements scolaires, c'est pas souvent facile à gérer. Ils n'ont pas tous le même âge, dans le même établissement, il n'y a pas les mêmes mentalités. Il faut faire avec tout le monde. C'est ça le plus difficile. Il y a à côté de ceux qui sont opiniâtres, on ne va pas dire téméraires, qui sont déterminés, comme mon grand frère dont toute l'histoire vient d'être contée tout à l'heure. Tu l'as connu? Tu sais que c'est le grand frère de ton camarade qui est mon petit frère, Okay, qui est mon grand frère. Donc je connais exactement. Donc l'histoire est connue. Oh, le coup. Mais je vous dis un brillant monsieur. Extraordinaire. C'est mon cousin maternel. Ah d'accord. Donc Extraordinaire. c'est mon frère. Je sais exactement de qui il parle, je connais l'environnement, je sais. Pour dire que il y a ceux qui sont déterminés. Il dit, malgré les échecs, j'y parviendrai. Oui. Il prend de l'âge, mais il est en posture d'apprenant. Parce qu'il veut apprendre. Il est déterminé. Oui. Ouais. Focus Il y a- sur son objectif. Oui. Et il y a d'autres dont la disparité d'âge est la chose la plus dissimulée. Quelqu'un a un âge officiel, mais les parents doivent traficoter, falsifier l'âge partout. Il est pubère, alors qu'il est avec les petits-enfants. Or, ceux-là ont un problème, Jean-Jacques. On falsifie leur mentalité. On les dénature. On leur donne l'impression d'être éternellement jeunes ou enfants, alors qu'ils sont physiologiquement et physiquement adultes. Et ils se recrutent dans tous les niveaux, même à la maternelle. Ah, Il y a des gros loupards qui sont là-bas, alors qu'en principe, ils devaient être au CP2, au coopératoire. Autant pour moi. Pour dire simplement que cette disparité fait que, parfois, je crois que mon frère Stéphane a bien suivi ça, lui qui était très précoce à l'école. Il doit avoir fréquenté avec des adultes, des vieillards. Ouais. Il faut savoir. Parce que moi, j'ai s'y eu mon prendre. bac à 16 ans. Il faut savoir s'y prendre. Il faut être très attentif. Et c'est le professeur ou c'est le maître qui doit réguler cette situation. Et comme il a dit, il ne faut pas provoquer ou alors il ne faut pas faire du chantage à ce vieillard qui est ton camarade. Parce que si je fais du chantage, à l'époque, nous qui n'avons pas connu la mi-temps à l'école primaire, il peut te botter à la porte de 10h ou de midi. oui. Lorsqu'on a le ballon, fais attention, tu peux rentrer avec un pied endolori. Parce qu'il t'aura rendu la vie difficile. Il t'aura fait une correction méritée de manière insidieuse. Pour dire que tout ça également participe à frélater l'environnement scolaire. Oui. Ça détruit les enfants et ça fait un aéropage qui n'est pas homogène du tout. Or, les enfants devraient évoluer par catégorie et par catégorie d'âge. Lorsqu'on sait qu'on vous admet aujourd'hui, on admet à la prématernelle à 3 ans, vous allez finir la grande section à 5 ans, à 6 ans vous êtes à la CIL, soyez avec vos congénères de 6 ans. L'échec ne commence pas à la CIL. C'est quand vous allez évoluer, arriver peut-être au secondaire et autres, que ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir les examens ou alors leur entrée à secondaire plus tôt Oui. vont devoir s'arrêter. Et pour ceux qui sont recalés par le probatoire, ils vont devoir faire 2 fois, 3 fois ou 4 fois
déterminés à avoir leur examen, mais vous-même, vous n'êtes plus un gamin. Vous êtes déjà un adolescent. Vous avez déjà 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Pour certains, 20 ans. Donc, du coup, vous pouvez savoir vous y prendre avec ces aînés qui sont là, ceux qui auront 23 ans, 24 ans, 25 ans, qui seront en terminale, face à ces petits-enfants, les plus précoces auront 16 ans. La moyenne d'âge sera 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc, cette situation où on falsifie l'âge de l'enfant, moi, j'ai vécu ça à l'école primaire. Tu as un frère au village, tu sais exactement que c'est ton grand frère. Mais quand vous arrivez au lycée, pour justifier qu'il est jeune, il t'appelle et dit que voici, c'est mon grand frère. Parce que désormais, sur les papiers, tu es né avant lui. Alors là, mais les autres ne savent pas que toi, tu le connais parfaitement au village. Et que c'est son deuxième petit frère qui est ton Et tu génère. ne peux pas oser dire que c'est ton aîné. Il va te boxer. Au-delà de le boxer, tu sais que tu as l'obligation de le protéger. Tu sais qu'il veut mentir, il veut paraître jeune. oui. Et parce qu'il veut paraître jeune, tu l'aides à paraître jeune. Mais c'est après quand tu vas le récupérer pour lui dire que, mais, jeune frère, mais, grand, de quoi ça dit que arrête ça. Bref, ça devient incommodant, ça devient malaisant, ça devient dangereux. C'est pas beau. Et jusqu'aujourd'hui, certains ont la peine à se mouvoir dans cet aéropage de camarades que nous étions. Parce que falsifier lui-même, tantôt il joue les grands frères, tantôt les petits frères, il ne sait pas comment faire et tout. Et beaucoup ont raté leur vie comme ça. Parce qu'ils se retrouvent à voltiger entre un âge supérieur et un âge inférieur, à jouer avec ses camarades, à vouloir se trouver une identité personnelle. Et le défaut d'identité fait qu'à la fin, on ne sait même pas comment on avance. Et c'est pour ça qu'il faut permettre aux enfants d'avancer avec leur âge. Oui. L'exemple que Stéphane a pris tout à l'heure, C'est un bon exemple il a conservé de son âge. détermination, oui. Il a pris, je vais vous dire, Jean-Jacques, parfois, la vie s'y est extraordinairement falsifiée. Je crois qu'on doit beaucoup travailler pour amener les gens sur la vraie ligne. Vous êtes camarade de promotion, vous êtes en fac, première année, deuxième année, vous avez votre camarade qui quitte. La deuxième année, il fait le concours de l'EMIA, il va à l'EMIA. Toi, tu restes à l'université, tu prends ta licence, tu prends ta maîtrise pour notre époque, puis ton DEA, parfois tu n'as pas la chance d'être retenu en thèse, tu quittes, tu n'as même pas la chance d'avoir, pour ceux qui voulaient la fonction publique, d'y aller. Lui, il allait à l'EMIA, il avait le DEC, il avait à peine la deuxième année. Quand il a fini, il est allé sous le lieutenant, capitaine, il revient à l'université, déjà fonctionnaire. Il a la licence, il a le master, et parfois il a une thèse. Toi qui restais calfeutré à l'université, tu n'as ni l'emploi, ni la qualification académique nécessaire. Il a fait les deux, il t'a rattrapé. Académiquement parlant, il est même supérieur à toi en termes de strates atteint sur le plan académique. Bon, alors là, qui est plus futé? C'est tellement celui qui a laissé d'abord un moment pour aller avoir un emploi. Oui, parce qu'il faut qu'on sache savoir ce qu'on veut. Et ils sont très nombreux aujourd'hui, pour les jeunes gens qui sont à l'université. Ils ont qui comme camarades à l'université? Des vieux fonctionnaires. Oui, beaucoup. Des vieux fonctionnaires qui veulent se rattraper leur niveau. Et quand il a rattrapé le niveau, après 10 ans qu'il abandonne l'école, il revient plus tard. Et quand il va revenir à la fonction publique, il va vous exciper un master. Il a un master 2. Comme la jeune fille qui vient d'avoir son master 2, tout d'un trait. Oui. Très brillante, elle n'a jamais repris, elle a un master 2. Le vieux père va aussi exciper un master 2. Ça devient un problème. Oui, ça c'est vrai. Ça devient un problème. Alors, Oui. peut-être on va permettre aux auditeurs également de réagir. Qui est responsable de quoi? Parce que j'avais une autre question pour vous relancer. Déjà, le premier auditeur se signale. Je rappelle que voici les numéros de téléphone. 640 61 38 42. 640 61 38 42. Et également le 671 15 73 21. 671 15 73 21. Au téléphone, allô? Allô. Oui, bon après-midi. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, monsieur Foucault. Oui, c'est le... Patrice Ruben. Patrice Ruben. Bienvenue, vous avez la parole, on vous écoute. Je dis bonjour à mes deux fils et amis, Georges Ameke et monsieur Stéphane. Merci. Bonjour. Merci, Patriarche. Patriarche, bonjour. Voilà. Bon, vraiment, là, aujourd'hui, là, vous avez terminé le tableau. Mais, Ah bon? je dois vous attaquer de tous les côtés.
Allez-y, prenez la... enfin, vous avez la parole, hein. Prenez la parole avec autorité. Que sont devenues les jumelles? L'enquête, vous auriez dû faire l'enquête pour nous dire ce que sont devenues les jumelles. Parce que je suis sûr que ces jumelles doivent être aujourd'hui des grandes dames. Bien sûr, elles sont devenues des grandes dames. Deux, Quelle jumelle? je veux vous dire alors que ce que ces jeunes hommes, qui sont pas trop jeunes, mais déjà encore jeunes hommes par rapport à moi, disent, c'est la démonstration de l'intelligence brute. Ça n'a rien à voir avec les parchemins ou avec tout ce que vous dites. Regardez, quand moi j'habite à Guayaquil, quand je vois les enfants sortir du lycée technique commercial, seconde BG, vraiment, je secoue la tête, je dis, ouais, la casse sociale. Vous voyez comment est-ce que on prend tout un pays, on envoie les gens comme les chèvres, on les envoie à l'abîme. Alors que il suffisait de réformer l'enseignement, comme c'est fait en Chine, au Japon ou partout en Asie, pour qu'on arrive à orienter les gens à partir du cours préparatoire ou du cours élémentaire, de façon à ce qu'on arrive à des gens qui soient capables ou de travailler, ou d'aller très loin à l'école, ou de faire les deux, mais tout en étant des gens productifs pour la société. Oui. Donc, vous voyez, Monsieur Stéphane, je suis très impatient de lire votre thèse et votre livre. Ne vous amusez pas, parce que sinon, la sanction sera très lourde. D'accord. Ce sera fait. Et Ce sera fait. Monsieur Georges Ameke, vous savez que j'ai des problèmes avec vous. On va régler ça. Je vous dis qu'on va régler ça. D'accord, merci beaucoup. Le patriarche a les problèmes. C'est très très bon travail. Merci bien. Allez, sur la première ligne au téléphone, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Guy Alain. Merci, bonsoir, Georges Ameke. Bonsoir, Gala. Avec son jumeau, M. Digui. Bonjour, beau frère. Ouais. On doit dire ici que c'est compliqué, M. Digui, lorsque les vieillards se retrouvent à l'école, mélangés avec des gamins. Ils veulent avoir leur diplôme également, hein? Non, mais c'est ça qui garde l'école aujourd'hui. La mentalité transportée par des vieillards, ils amènent la mentalité du quartier à l'école. Parce que c'est cela qui transforme l'éducation des gamins à l'école. Vous voyez un jeune homme qui est en terminale, peut-être il a 35 ans, et il est en terminale avec les petits enfants de 12 ans, 15 ans, et avec les petites filles de 18 ans. Mais imaginez-vous le langage, le comportement. Ça fait problème aujourd'hui dans nos collèges, dans nos lycées. Quand vous trouvez, moi je dis aux gens, l'école ne faut pas forcer. Quand ce n'est pas bon, parce que je vais revenir au dire de M. Ameke. Certaines personnes pensent que lorsque il faut seulement fréquenter parce que c'est là-bas que se retrouver la vie. Moi j'ai laissé l'école depuis, j'ai laissé certains camarades, ils ont continué. Mais aujourd'hui, de nos jours aujourd'hui, d'autres m'appellent patron, d'autres m'appellent grand. Je suis même aidé des autres personnes sont même mes grands frères. Mais quand je suis placé, ils me disent grand. Vous comprenez pourquoi ils m'appellent grand? Ils ont mis à la tête qu'il fallait fréquenter, avoir les cheveux blancs partout. Parce que c'est l'école qui donnait la vie. Parce qu'il fallait parler le gros français. À l'époque, quand tu arrivais dans des villages, on disait j'ai le bac, mais tu es célébré. Moi j'ai le bac plus toi, tu es célébré. Et après, tu es devenu quoi? Vous voyez donc à l'époque, là, les gens pratiquaient même, ils mettaient les gris-gris au sol pour que les enfants n'aient pas le bac. Le bac est devenu le bac des chômeurs aujourd'hui. Les gens ont aussi signé, je vais seulement avoir ces bacs. Ils ne cherchent pas à travailler. Ils ne cherchent pas à faire autre chose et voir que non, est-ce qu'après le bac, je serai quoi? Mais nous avions compris ça étant petit. Très vite même, où j'ai un matin, j'ai dit à mon père, que j'ai pris ton argent de ce côté-là. Moi, c'était bon pour moi. Donc, les frères qui ont continué, d'autres, ils ont la licence, d'autres ont la maîtrise. Mais aujourd'hui, vous verrez, vous voyez quelqu'un, il est sans emploi. Vous voyez quelqu'un, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Il n'est pas stable dans la vie.
Mais quand les personnes me voient aujourd'hui, 15 ans après, mais ils sont en train je ne vais pas me valoriser ici, mais c'est simplement pour dire que non, faisons des efforts, disons des messages qui passent, faites comprendre à la jeunesse d'aujourd'hui que non, si l'école n'est pas bien, n'est pas bon avec vous, laissez d'aller pas déranger les enfants. Voilà un enfant qui peut prendre la machette au quartier pour venir demander son remboursement. Ils sont nombreux comme ça dans les quartiers. Vous voyez là, dans les collèges, vous voyez un enfant qui a la barbe blanche. Il porte la tenue, il va où là? D'accord. Est-ce que l'école c'est pour les vieillards là? Guy Alain, oui. vous revenez après, hein? Oui, maintenant je suis en disant que il faudra construire donc l'école pour ces gens d'élèves. Bonne émission à vous. Merci Guy Alain. Apparemment Guy Alain a des... Il est dans l'apartheid éducationnel. Il a un problème avec les longs crayons. Pour lui, les longs crayons, ça ne sert pas à grand-chose. Au téléphone, allô? Appelez-moi dans Kassawa. Dans Kassawa, vous avez la parole, on vous écoute. Bienvenue. Merci Jean-Jacques Foucault, je te salue et je salue tes deux invités. Merci dans Kassawa. Oui, moi je pense que on ne devrait pas bloquer les enfants dehors parce qu'ils sont arrivés à l'école en retard. Parce que moi je me souviens, même comme je n'ai pas trop fréquenté, en 1998, j'étais au cours moyen 2 à l'école primaire publique de Mbalade, groupe 1. Donc quand nous on arrivait en retard, on nous faisait entrer, on nous donnait la machette pour débroussailler et on nous faisait ramasser à pied. Et quand tu faisais ça, on te faisait entrer en classe, sans problème. Et en plus, dans notre école à l'époque, en 1998, il y avait les gars qui avaient même presque les 30 ans au cours moyen 2. Moi, j'étais parmi même les petits. Mais on nous faisait asseoir, on nous faisait asseoir par âge. Les petits, les bancs qui sont devant. Et les adultes derrière. Mais lorsqu'il fallait balancer un désordonné, on appelait les gaillards pour balancer et on fouettait. Et quand les gars du lycée de Mbalade sortaient, ils voyaient les gros gars de l'école primaire, ils disaient que est-ce qu'il y a même la terminale à l'intérieur de votre école primaire si? Parce qu'ils voyaient les gars plus âgés que eux. Il y avait même un gars qui s'appelait Mendouga. Notre maître a voulu le fouetter. Il a arraché le fouet entre les mains de notre maître, monsieur Manga. C'est plutôt lui qui a fouetté le maître. Il est parti, il n'est plus jamais revenu jusqu'aujourd'hui. La dernière fois qu'il avait vu, il était devenu chauffeur camion. Bon, maintenant j'ai aussi été au CETIC de Sam ici à longtemps. Oui. C'est à l'époque Stéphane était au collège adventiste. Bon, moi à l'époque, on appelait le CETIC de Sam l'université de Sam parce que le portail était ouvert et la barrière était cassée. Donc tu pouvais venir à n'importe quelle heure, tu entrais, n'importe quel jour. Ça dépendait de ta volonté, tu devais savoir ce que tu venais chercher. Et il y avait les gars même du centre de quoi là, de Madagascar là, qui venaient se faire inscrire. Mais ces gars-là, ils étaient toujours dehors. Donc l'école, ça dépend de la volonté de chacun, ce qu'il veut dans sa vie. Et maintenant, concernant les livres, moi-même, quand j'ai abandonné l'école, j'ai continué à me cultiver. Oui. Actuellement, j'ai plusieurs manuscrits. Parmi mes manuscrits, il y a les proverbes et les contes Aoussa. J'ai un manuscrit qui s'appelle Les délices de la cuisine traditionnelle des Aoussa. Et j'ai aussi un manuscrit qui s'appelle Les vérités qui vont nuire. D'accord. En tout cas, félicitations hein, dans Kassawa. C'est vrai que généralement, on pense que l'école, c'est seulement classique. Mais même à la maison, puisque la connaissance est désormais démocratisée, même avec votre téléphone, vous pouvez apprendre des choses. Vous pouvez avoir des certifications et tout le reste. Avant de reprendre, de revenir en plateau, quelqu'un au téléphone, allô? Oui, Jean-Jacques, bon après-midi. Oui, bon après-midi, Constant, bienvenue. Merci beaucoup. Je le réitère au spécialiste de le plateau. Moi aussi, je ne veux pas empêcher de clabouter un peu de rire.
quand j'ai écouté dans Kassao, que je savais d'ailleurs, il a fait, à l'époque, en réalité, au Commandé, on pouvait avoir des gens d'une trentaine d'années. Bon, c'est vrai qu'une trentaine d'années, quand même, c'est trop dit. Bon, Constant, généralement, parfois, on trouve ces gens qui sont d'âge mûr, des gens dans des établissements, mais c'est eux qui sont plus concentrés, plus sérieux et savent ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'on va les exclure de l'environnement scolaire alors? Allô? Oui, allô? Alors, je n'ai pas bien compris votre relance. J'ai dit, généralement, ce sont des personnes qui sont des personnes consciencieuses. Ils sont plus âgés et savent ce qu'ils cherchent. Oui, justement, mais à l'époque, quand vous voyez des gens à cet âge-là, au CM2, c'était des gens vraiment, parfois, qui avaient des problèmes de santé. Vous allez entendre quelqu'un vous dire qu'il a peut-être la méningite, il a la méningite, vous allez entendre qu'il y a un petit retard mental, et puis qu'on sort. Mais en réalité, ce sont des gens qui devraient être quand même très contents parce que c'est quand même un âge où on est déjà responsable. Mais je pense qu'à l'époque, on les voyait très âgés, on se disait qu'ils étaient, on les voyait très grands devant nous, on se disait qu'ils étaient très âgés, mais je ne pense pas que c'est le cas. Parce que moi-même, quand même dit que 30 ans au CM2, quand même, je ne pense pas. Puisque je me rappelle aussi, moi-même à l'époque, parce qu'il parle des mêmes années, j'ai fait, le CE1 avait un grand frère, un aîné à moi qui avait pratiquement 18 ans au CE1. Je l'ai retrouvé, c'est-à-dire il a fait déjà, c'est un aîné qui est devant moi de pratiquement 10 ans, hein. Il a déjà fait, il a fait la même classe avec mes autres aînés, pas un cousin, mes frères de même bande, aînés, qui sont passés. Et ensuite, je suis aussi venu le trouver là-bas. Et finalement, j'ai même eu mon CPE. Il était toujours au CE1. C'est-à-dire, lui, c'était comme il fallait juste suivre la maison, il fallait se le faire quitter la maison, aller aussi. Il ne retenait rien, il ne pouvait absolument rien faire, et tout comme ça. Donc, ces gens-là, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Surtout qu'à l'époque, l'âge, c'est aujourd'hui qu'on voit les gens dans le cycle de la diplômée. Vous entendez un enfant de 13 ans, 14 ans, on vous dit qu'il a le probatoire. 15 ans, 16 ans, on vous dit qu'il a le bac. Un enfant de 7 ans, 8 ans, on vous dit qu'il a le CEP. Pourtant, à l'époque, c'est l'âge de la CIL. Vous ne comprenez pas à quel moment l'enfant a fait l'école. Il est rapide et intelligent. Oui. Ils sont incapables c'est-à-dire que de réaliser. Il n'y a pas de maturité dans ces examens-là, dans ces diplômes, il n'y a pas de maturité. Donc, en ce qui concerne déjà de l'élève qui vient en retard, si déjà un élève qui vient en retard et qu'on le met encore dehors, moi je pense qu'on est en train d'aggraver la situation. Parce que ça ne met pas l'établissement. Vous mettez l'enfant dehors, il perd les cours. Non seulement lui-même il perd, et l'établissement, ça va avoir des impacts sur de la réussite de l'établissement en fin d'année. Moi, je pense que Constant? Oui, oui. On prend d'abord la publicité, tu restes en ligne. Okay. The time is 5 p.m. Wonders! So it wasn't a fake? Oh yes, 0% transfer charges and only 1% withdrawal charges. True. Use Max 8. Orange Money. Oui, Allô? oui. Oui, tu es toujours... Mais est-ce que les établissements scolaires, ce sont les moulins où on entre quand on veut et à quel... On dit que c'est avant 7 heures, tout le monde doit être à l'intérieur quand même. Vous voulez donc faire comme avec le jardin, encore le jardin. Les hommes à 6h30. C'est-à-dire que vous faites, en tant que parent, vous faites votre devoir de les faire sortir de la maison à 6h30. Il a l'argent de transport. Comment est-ce que tu peux voir l'enfant te ramener en fin de semaine où on te dit que non, il a 8 heures à 4 heures d'absence. Pourtant que sa maman et toi, vous faites l'effort de les faire sortir très rapidement de la maison. On va marcher avec ces enfants-là. Et maintenant, quand ils arrivent donc là-bas et qu'ils sont en retard, l'établissement, c'est pas une bonne stratégie de les mettre, de les laisser dehors. Non. Je pense qu'on peut utiliser notre punition. Quand un enfant, surtout à partir de troisième, quand vous le mettez à genoux en cas de casse, je vous assure que la honte qui est là, ça modifie. Parce que quand vous le laissez dehors, il est plutôt content. Vous voyez, il va dire là, il fait les toits, il allait défricher, ils font les gros dos et tout, qu'on sort. Ils sont contents d'être dehors, ils finissent de manger même tout l'argent de goûter et tout ça. Par contre, il faut l'amener à la salle de classe et c'est là-bas que vous mettez la honte sur ses yeux là-bas. On peut le faire même planter les choux. Il y a des punitions qu'il faut que ça revienne à la coco. C'est dans ces punitions que nous avons connues aux années 90. Quand on dit qu'on abandonne tant les droits de l'homme et monter sans dire, par contre, c'est donc ça qu'il faut ramener, je dis, pour que les enfants comprennent un certain nombre de choses. D'accord. C'est entendu, Constant. Tu reviens si tu veux, hein?
On va prendre quelqu'un d'autre sur l'autre ligne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est l'honneur? C'est M. Bouba. Monsieur Bouba, vous avez la parole, on vous écoute. Bonsoir à Georges et bonsoir également à Stéphane. Lorsque ces personnes mûres-là viennent généralement dans les universités et autres, c'est des gens qui sont de 3 catégories. Donc, vous allez voir les gens qui sont venus parce que eux, leur problème c'est quoi? À tout prix avoir des diplômes parce qu'il y a généralement des concours internes et autres qui veulent donc en profiter. Oui. Et ceux-là sont généralement très concentrés parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Il y a d'autres qui viennent parce que juste pour leur CV. Et c'est eux-là qui sont généralement très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils viennent arracher d'abord les petites. Moi, j'en ai été victime quand j'étais dans l'université. Ils viennent parce que c'est des gens qui ont suffisamment de moyens. Ils viennent juste prendre les petites de l'université et s'amuser. Est-ce qu'on va à l'université pour chercher les petites? Ouais, c'est ce qui se passe. Quand ils viennent, ils ont des moyens. C'est facile d'arracher les petites aux étudiants qui n'ont pratiquement rien. Mais les étudiants n'ont pas à chercher les petites, les étudiants viennent fréquenter. Oui, mais moi je vous parlais des faits, j'en ai été victime. Oui. Bon, il y a une troisième catégorie. Et eux-là, ils viennent maintenant pour chercher des diplômes afin maintenant de sortir du pays. Parce que généralement, quand on part à l'extérieur, il y a un diplôme qui compte. Oui. Vous voyez un peu? Et quand ils ont donc ces diplômes-là, ils abandonnent donc leur poste. On connaît des fonctionnaires qui ont abandonné leur matricule pour aller à l'extérieur. Bon. Maintenant, le véritable problème, c'est que c'est la réforme d'abord du système éducatif. Et là, pas plus tard que hier, il y a une émission où on parlait peut-être de l'introduction maintenant de l'agriculture. Vous voyez un peu? Oui. Chez nous, nous avons toujours l'art de faire à peu près. On ne cherche jamais à entrer en profondeur. Si on avait un système éducatif qui orientait donc dès le bas âge jusqu'à peut-être l'université, tu sais déjà ce que tu es donc formé à faire. Je pense que ça pourrait donc éviter ces choses-là. Mais nous avons toujours l'art de faire à peu près. Hier, sur ce débat, il y a l'invité qui était là nous a fait comprendre que on veut donc introduire l'agriculture. Mais cette agriculture-là n'est pas au niveau où on peut l'espérer. C'est plutôt les techniques de base. Vous voyez un peu? Oui. Et j'ai même intervenu chez eux, j'ai fait comprendre à ces messieurs que non. Si c'est les techniques de base, qui ne connaît pas les techniques de base de l'agriculture? Nous connaissons tout ça. Donc le véritable problème ne se situe pas là. On a maintenant besoin de l'agriculture moderne. Oui. Donc il faut maintenant orienter l'enfant dès le bas âge jusqu'à un niveau élevé. Là, lorsqu'il sort de là, il est déjà prêt à l'emploi. Il n'a plus besoin de repartir dans les universités ou aller s'asseoir avec ses enfants et autres pour pouvoir donc acquérir d'autres connaissances. Je reste à l'écoute. D'accord. Stéphane Didiki, c'est vrai que tout à l'heure on disait que c'est pas bon que les enfants sortent trop tôt parce qu'il y a aussi des dangers. Tout à l'heure on disait qu'à 6 h du matin on peut être dehors. Il y a des établissements scolaires qui ont des bus, transport par bus, et les enfants sortent très tôt. Très très tôt vraiment. Et puis sur la toile ce matin je regardais encore une mère qui postait. Elle disait mon enfant sort à 4h30. Je crois 5h10. Je crois que c'était 5h10. Et puis, il doit être à l'école à 7h30. Bon, elle imagine que son enfant doit tourner dans toute la ville de Yaoundé avant de se retrouver à l'établissement à 7h30. Parce que si on sort à 5h, à 5h10, le bus vous prend à la maison et que vous devez être à l'établissement à 7h30, ça veut dire que vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Hein? Vous avez du tourisme à faire. C'est pas évident quand même. Ben là, ce sont des aléas, vous devez le savoir, ce sont des aléas de la modernité. Où on met à la disposition des enfants un seul bus pour un établissement qui transporte tous les élèves. D'abord, il faut que l'enfant soit placé exactement là où il va prendre le bus à 5h10. Et l'enfant n'a pas le temps de dormir. Les gens font comme si le sommeil est un remède. Nous autres, nous ne dormons pas la nuit parce que, bon, écoutez, il faut être suffisamment éveillé. Si vous aspirez à la grandeur, vous ne pouvez pas dormir entre minuit et 6 h. Donc, nous préférons dormir entre 6 h et 9 h. Bon, ça, c'est quand on n'a pas une activité dans les premières heures de la matinée. Quand c'est le cas, on change de programme. C'est-à-dire que on reste quand même éveillé jusqu'à 3 h et à 3h30, on s'endort un peu pour se réveiller un peu plus tôt.
Bon, tout le monde ne peut pas comprendre ce fonctionnement. Les gens nous voient seulement, ils ne savent pas qu'est-ce que nous faisons pour rester debout. Parce que face à un environnement de conflictualité, de conflictogénité, je voulais dire de chrysogénité, vous êtes obligé d'aménager un peu votre programme pour être constamment... Mais c'est vrai que les auditeurs se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait à 1h du matin, minuit, pour ne pas dormir? On écrit, parce que c'est le moment où on est calme, on lit et on prie. D'accord. Moi, je suis constamment... Vous savez, moi, je crois en Dieu. Moi, je n'ai pas les godasses et les parapluies comme les autres. Je suis un enfant qui a toujours été rejeté depuis qu'il est petit. Donc, j'ai appris à compter uniquement sur Dieu. Donc, il faut laisser les enfants dormir. Oui, il faut... Ça participe à développer leur mémoire, leur cerveau et leur intelligence. Quand un enfant... dort aux environs, parce qu'il faut faire les devoirs aujourd'hui, avec toutes les matières qu'ils ont. Moi, mon fils a dormi hier aux environs de 1h, 2h, il était avec sa mère là, il fallait finir les devoirs. Ce n'est pas facile. Il faut achever les devoirs. Et donc, quand un enfant dort à cette heure-là, et tu dois le réveiller encore à 4 heures pour attendre le bus, pour qu'à 5 heures, il soit... Mais c'est quoi? Même à l'université, c'est pas comme ça. En réalité, je ne cesserai jamais de le dire. Le jour qu'on va nous donner la possibilité de penser ou de repenser ce pays, je vous dis que le système éducatif de ce pays n'est pas adapté à nous permettre d'être émergents en 2035. Je l'ai dit ici sur le plateau. Je le redis. Le système éducatif d'aujourd'hui est tel qu'un enfant finit d'avoir la maîtrise en droit. Il repart à l'école de la CATV pour faire la régie, pour apprendre comment on manipule les appareils. Or, il aurait pu le faire très tôt. Vous allez voir des littéraires, des philosophes qui sont devenus des caméramans. Ce n'était pas, ou alors de gars qui sont entrés, qui ont fait la science, mathématiques, qui sont allés faire physique, ils espéraient devenir des pilotes. Mais aujourd'hui, les gars vendent à la sauvette. Le système éducatif de notre pays ne nous permet pas réellement de tirer notre épingle du jeu et de pouvoir avoir un rêve et de l'accomplir. Donc, pour revenir à votre question, qui me semble seulement pertinente sur les parents qui sont obligés de mettre les enfants dans la rue à 5 heures et l'enfant arrive à 7h30. Parce qu'au lieu de laisser les enfants prendre le taxi, soit parfois les enfants très jeunes. Et non seulement on surcharge les enfants. Moi, j'ai aussi un problème avec ces parents qui font l'effort. Un enfant, moi, mes enfants ne doivent pas fréquenter à plus de... C'est-à-dire, c'est dans le même quartier. Vous comprenez? Quand je suis parti, par exemple, de l'Omnisport pour aller habiter à Olimbe, j'ai eu au départ des difficultés d'établissement. Et le seul établissement qui me semblait proche de la maison, qui pouvait permettre aux parents d'aller rapidement déposer l'enfant à l'école, c'était l'école publique d'Olimbe. Ma fille, malgré nous, a fréquenté là-bas. Parce que nous, on a été formés dans les établissements d'ordre confessionnel, donc où la formation et l'éducation est un peu plus rude et un peu plus stricte. Mais écoutez, on était contraints pratiquement. C'est l'année d'après qu'on a eu un grand établissement prestigieux et moderne qui nous coûte un peu plus cher. On était obligé de mettre les enfants là-bas. Voyez-vous, je ne sais pas pourquoi les parents, d'abord ils aiment aller avec les enfants en voiture pour vous faire voir pourquoi. Pourquoi? Vous ne pouvez pas habiter au Lembe, l'enfant fréquente étudie, fréquente à Loncal. Il va faire quoi là-bas? Est-ce qu'on cherche l'établissement proche? On cherche parfois l'établissement qui a des performances scolaires. Mais les performances scolaires, vous faites comment pour savoir qu'il n'y a pas de performances scolaires si vous n'avez pas mis l'enfant là-bas? D'accord? Et c'est quand vous êtes parent que vous pouvez participer à une certaine délibération lors du conseil. Vous savez qu'on invite toujours les parents. Vous pouvez par exemple, si vous avez donc la capacité de juger ou de jugeoter les capacités d'un enseignant, en ce moment-là donc, vous pouvez dire que non, tel enseignant n'enseigne pas bien. Le problème c'est que les gens aiment les gros noms. Je vous dis, j'étais à la Carrière. Ma mère, parce que mon grand-père aimait le collège Vogt, parce que son premier fils avait fréquenté au collège Vogt, parce qu'elle pensait qu'il fallait absolument que j'y aille pour réussir. Je suis allé faire le concours d'entrée en 6e au collège Vogt. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il passe là-bas. Vous imaginez quelqu'un qui part de la Carrière pour Siméon, pour aller au collège Vogt. C'est pour aller chercher quoi? Les savoirs. Quel savoir? Il y avait des établissements. Mais Dieu merci, j'ai eu le collège adventiste.
Je suis allé plus tard au collège adventiste. Qui n'était pas aussi proche. Bon, mais c'était à 100 francs. Je descendais, moi j'allais un peu tôt là, aux environs de 6 heures, je descendais. Il allait tôt. Jusqu'à... Il allait tôt. Oui, il fallait aller tôt. Voilà. Parce que là-bas, c'était la fessée. Quand vous arrivez en retard, on vous donnait quelques chicottes aux fesses. Donc, j'allais là jusqu'à la pharmacie Mongale, je prenais 100 francs pour Loncac à l'époque. Vous comprenez? J'arrivais battre à Loncac, vous descendez là, et vous remontez très rapidement en courant. Mais en Siméon, vous ne pouvez pas payer 100 francs. C'est-à-dire les parents se mettent eux-mêmes dans les problèmes. Chers parents, apprenez. Et il y a des parents qui aiment tellement se faire voir. Il faut qu'on sache que son enfant est dans une école chère. Après avoir mis votre enfant dans l'école chère, il va travailler. Vous savez ce que mon oncle, une fois, quand j'ai eu le bac, il propose à mon père, à ma mère, il dit, bon, je vais payer ses études, je vais payer ses études à l'université catholique. Quand on est venu dire ça, j'ai dit à mon père que vraiment, ce monsieur qui vous fait de telles promesses, s'il fait trop, il va payer la première tranche. Après, je vais me retrouver au carrefour. Vous ne pouvez pas payer 800 000 à l'époque. 800 000, 1 million. Laissez-moi aller à soi, tranquillement. C'est 50 000. On paye 25 000 au premier semestre. On paye 25 000 au second semestre. J'ai pu m'en sortir. Le problème, c'est que les parents aiment le tape à l'œil. Vous n'avez pas les moyens. C'est vous qui voulez fréquenter dans des établissements qui coûtent extrêmement cher, où il y a le bus. Il faut qu'on voie que vos enfants empruntent le bus. Vous comprenez? Non, dans l'école, là, il y a les enfants des ministres. Ouais, mon frère, est-ce que tu es ministre? Est-ce que tu es ministre? Accroche ton sac là où tu peux l'enlever. D'accord? Il y a plusieurs ministres que vous voyez là qui ont fait l'école publique, hein? Vous savez que le président de la République a fait le lycée Leclerc? Vous pensez qu'il est moins outillé? Le lycée Leclerc d'antan. Même le lycée Leclerc de maintenant, c'est pas tout le monde qui réussit là-bas. C'est pas faux. Mais je vous dis que... Le procès, c'est lequel maintenant? Non, le procès, on est dans l'affaire des bus et des cars qui sont obligés de faire le tour de la ville. Alors que vous n'aurez pas eu besoin du bus si vous avez choisi l'établissement d'à côté. D'accord. Voyez-vous? Et c'est la contribution des parents, ce sont les scolarités des enfants qui permettent de payer des bons enseignants. Oui. Vous quittez Onkozoa. J'ai vu un enfant qui habite à Kak. L'enfant habite à Kak, va fréquenter au collège de la retraite. Mais attendez, vraiment, soyons sérieux. Oh, il y a tous les établissements, les plus beaux établissements, les plus grands établissements que vous pouvez imaginer. Mais bon, peut-être que quand vous dites Akak, vous pensez que c'est loin. Moi, je connais une jeune demoiselle qui habite à Sa, la ville de Sa, et qui fait le lycée de Mbaladou. Vous trouvez que c'est... Bon, je suis pas son parent. Est-ce que c'est... Quand vous-même vous voyez ça, c'est pour ça que je vous dis, et vous n'aurez pas de résultat, c'est difficile. L'enfant va passer le temps à dormir à l'école, on va dire qu'il est sorcier. Alors qu'en réalité, pour partir justement de ça, pour le lycée de Mbaladou, mon frère, il y a combien de lycées en route? Il y a combien de collèges? Oui, on se met... Alors qu'avant le lycée de Mbaladou, il y a le lycée de Nkozoa. Oui. Avant le lycée de Nkozoa, il y a le lycée de Bala. Il y a le lycée de Sa. Avant le lycée de Bala, il y a le lycée de Sa. Il y a le lycée de Nkomtou. Il y a le lycée des Phoques. Oui. Je veux dire... Quelqu'un vient en tourisme. Vous connaissez que la distance de ça à Yaoundé? Quelqu'un vient en tourisme, non, je chute là. Oui, chute. Quelqu'un vient en tourisme, vous dites qu'il vient faire l'école. L'enfant va rentrer fatigué. Non, je pense qu'il faut être un peu sérieux. Que les parents arrêtent ça. Et je ne vais pas dire vite. Alors, parler comme... bon, Georges Ameki, c'est-à-dire que déjà, je vous ai vu, vous ne partagez pas totalement l'avis de Stéphane Edjigui. Mais je vais vous ajouter une autre question. Parce qu'en réalité, on est resté à l'entrée de l'établissement scolaire. Mais il faut bien entrer à un moment donné. Et on se rend compte, parce qu'il y a des actualités. Récemment, je ne vais pas citer l'établissement scolaire, mais il y a un jeune qui a frappé un morceau de banc sur son camarade. À l'intérieur des établissements scolaires, on vit ce type de scène. Des élèves qui poignardent leurs camarades. Certains outils tranchants qui traversent les portes et se retrouvent dans les établissements scolaires. Que font les couteaux, les lames dans les établissements scolaires? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des stratégies pour déjà des fouilles? Parce que ça se fait de temps en temps.
Mais est-ce qu'on ne peut pas systématiser ce type de pratique? Fouiller quoi? Les sacs des élèves avant d'entrer, par exemple. Parce qu'il faut un environnement scolaire sécurisé et sécurisant. Jean-Jacques, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse un peu de... Je ne veux pas appeler ça la roubladise ou alors qu'on fasse un peu de complaisance. Que fait un enfant dans une salle de classe avec un couteau dans le sac? C'est l'impunité qui est arrivée jusqu'à l'établissement scolaire. Dès qu'on a découvert un objet contondant dans ton sac de classe, tu es exclu, monsieur. Tu as des instruments qui n'appartiennent pas aux élèves. Oui. Parmi tes... vous appelez ça quoi là? Matériel didactique. Tes fournitures. Il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas de poignard ou de tournevis. Tu n'es pas dans ces techniques. Vous comprenez un peu? Un enfant qui ramasse une chaise pour l'asséner sur son camarade est immédiatement exclu. On n'a même pas besoin d'un conseil de discipline. C'est un délinquant. Il est une menace pour ses camarades. Parce qu'à ces enfants, il y a le coup de morale. Si la catéchèse a été éliminée, il y a la morale qui dit qu'on ne devrait pas se rendre justice. Oui. Et je sais les anglophones que c'est bien théorisé. La sol, en love thought. La proportionnalité dans la réaction. Un camarade va t'intriguer avec une parole, tu ramasses la chaise du professeur pour le frapper avec. Oui. Et il y a des attitudes qu'on doit proscrire dans la vie de nos enfants, dans le comportement de nos concitoyens et davantage de nos enfants. Il a ramassé la chaise pour frapper son camarade, il est définitivement exclu. Mais on va l'envoyer au quartier là. Oui. Bien sûr. Et au quartier, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité des citoyens. Oui. Parce que les écoliers, c'est des citoyens aussi. Les élèves ou des établissements secondaires, c'est des citoyens. Ceux qui sont à la maison méritent également sécurité. Tenez, vous dites qu'ils sont venus au quartier. Jean-Jacques Foucault, hier soir quand je rentrais, le véhicule qui me transportait, à peine on a pris le virage, une jeune fille était affalée au sol, elle pleurait. Elle pleurait, elle était devenue hébétée. Il fallait garer pour dire ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? L'agression a dit oui. Ils ont sorti un long couteau, parce que quand nous avions, il y a une moto qui démarrait pour partir, 2 individus sur la moto. Voilà. La fille était affalée, ils avaient arraché le sac à main qu'elle avait. Ils sont partis avec. On est descendu pour lui porter secours. Parce qu'elle était seule là, à cet endroit, c'était dans la nuit, il était déjà plus de 21 heures dans tous les cas. Le temps de la calmer, elle avait son téléphone en main. Le réflexe, vous savez qui elle appelait? Son petit ami. Ah. Qui n'est même pas dans les environs. Peut-être ce qui elle était. Tu étais avec lui. Je fais des supputations. La fille est devenue totalement perdue. C'était pas possible. Il fallait la calmer. Elle fermait les yeux. Oh, ils ont sorti un long couteau. Ils ne sont plus là, ils sont partis. Elle n'a fait que pleurer. Et il fallait l'aider à ramasser le reste de ses bagages qui étaient jetés au sol. Parce que la route, la moto est levée. La route qu'elle a prise au lieu d'aller vers la brigade de Kolkondi, Tinga Village, ils sont allés vers une autre route, arracher le sac qu'elle avait, l'a jeté au sol et parti. Parce qu'on est arrivé tôt. Ils ont préféré fuir, ils n'ont pas pu prendre des autres instruments qu'elle avait. Ils sont allés fouiller le sac devant, il y avait un peu d'argent, mais il n'y a pas le téléphone. Et apparemment, ils sont revenus sur le lieu du crime, venus tourner encore pour repartir. On a ramené la jeune fille, dans son cas, elle a déposé à l'entrée de sa maison, elle dit qu'elle n'est pas plus à la maison. Elle part chez sa mère. Mais qu'est-ce qui se passe? La fille était devenue presque folle. Cette affaire était simple. C'était hier dans la nuit. On était obligé d'aller la remettre chez elle. Ouvre la maison, tu entres, tu dors d'abord. Ils ne t'ont pas tué, ils ont pris ce qu'ils ont pris, c'est pas grave. Tu as ton téléphone, tu es en vie, tu n'as pas gravement blessé. Laisse-les partir avec la malchance. C'était hier. Agression. Par les motos taximans, avec les longs couteaux. La même soirée d'hier, ma fille me racontait, après la messe, sa collègue veut prendre la moto. Elle voit 2 hommes sur la moto. Elle stoppe dans sa destination. Le gars dit oui. Pourtant, pour lui dire au revoir, ses copains attendent, les 2 garçons parlent. Elle se demande depuis quand un client et un chauffeur de moto se parlent. Elle trouve ça suspect. L'autre descend, il est question qu'elle monte et puis on la bâche.
Elle se retrouve au milieu. Elle dit non. Elle monte. Après, elle dit non, viens, on part, on est pressé. Elle dit non, je ne pars plus. Quand elle recule, je dis oh, vaille. Le gars commence à se plaindre. On vient de rater. Elle dit aïe. Elle dit à sa copine que c'est des agresseurs. Les deux se plaignent là pour dire qu'ils viennent de rater la cible. Donc, vous voyez ce qui se passe dehors. Vous avez dit on a chassé de l'école. Oui, il méritait de chasser de l'école. Quand ils reviennent au quartier, c'est parce que la police, la gendarmerie, personne ne fait ça. Les forces de maintien, ils disent forces de maintien de l'ordre. L'ordre n'est pas maintenu. Il y a une semaine, nous nous sommes séparés à peine. Non, c'était... Oui, c'était lundi. Oui, c'était un lundi. Qu'ils m'ont arraché mon propre téléphone. Ils sont partis en courant sur la moto. Moi, je suis toujours inquiet pour lui, hein, chaque fois que... Parce qu'il est dans une zone extrêmement dangereuse. Non, la zone n'est pas dangereuse. Non, pas là où tu es, parce que ton passage, tu passes par l'abattoir. Là où on a pris ton téléphone. Et c'est un chemin de combattants. Lui comme moi, là où nous habitons, nous parcourons des chemins. Nous traversons des zones. Et nous sommes quelquefois obligés d'emprunter des véhicules qui ne sont pas très commodes. Ouais. Vous comprenez? Oui. Donc, le jour que vous allez apprendre que... Non, on va pas l'apprendre. Ne vous inquiétez pas. Tout se passera bien. Non. Je dis que le jour que vous allez apprendre que un bandit a été zigouillé, ne soyez pas surpris. Parce que désormais, nous-mêmes, nous allons marcher avec nos armes. Si l'armée, si la police et la gendarmerie ne veulent pas faire leur travail. Et c'est en ce moment que vous allez voir qu'ils sont très zélés pour venir vous poser des questions inutiles. En même temps, ça ne va pas devenir le Far West. Hein. Mais attendez, nous y sommes. Dans un environnement où c'est la lutte des espèces, qu'est-ce que vous voulez? Nous y sommes, dans le Far West. Mais vous descendez de votre véhicule, à peine vous êtes descendu, un monsieur vous présente le couteau. Présentez-lui là. Vous avez la chance de fréquenter une zone où les gens sont peut-être de la vieille civilisation. Il y a une bande de jeunes garçons qui ont refusé de se scolariser, qui sont dehors. Et qui font du travail. Le mauvais travail. Et lorsque les gens seront exaspérés, je vous ai dit ici qu'il n'y a pas très longtemps, on me contait encore l'affaire d'un jeune garçon dont on allait appeler sa mère qui vendait au marché, que vient chercher, voilà ton fils qui brûle. Oui. Le petit garçon va à l'école, il joue le petit délinquant, et on lui a donné une exclusion temporaire, il s'est retrouvé là avec ses amis, toujours en moto, ils ont arraché un téléphone à quelqu'un. Les autres motomanes mangeaient des beignets à côté, ils ont vu la scène, et chacun a jeté le bol de bouillie qu'il avait pour monter sur la moto. Malchance pour eux, ils n'avaient pas une moto très rapide. Parce qu'ils ont les 5 quais avec lesquels ils opèrent. Ceux-là avaient une moto vulgaire. Les gars sont montés sur la moto, ils les ont pris en chasse. Avant d'arriver vers le cimetière de Toulila, ils avaient été rattrapés, raclés, ils se sont affalés. Non seulement on a arraché le téléphone qu'ils avaient, eux-mêmes arraché, volé, ils ont été brûlés. Des gars sont allés chercher la roue, on les a copieusement battus, j'étais là, ils ont mis la roue sur eux, ils ont mis de l'essence, ils ont mis le feu. D'accord. Pour dire que, vous dites que le Far West, on est proche du Far West. Il y a des zones de non-droit au Cameroun. On sait qu'on agresse là-bas. La jeune fille habite à 30 mètres de la brigade de Kolkondetika village. C'est là où on devait l'amener, on ne l'a pas amené. La fameuse brigade qui n'a pas assisté Martinez Zogo. Ce que nous voulons dire ici, c'est que le vol à la tire, c'est déjà seulement grave. Il y a une jeune dame qu'on a attrapée. Elle avait un sac à bandoulière. La corde, c'était une chaîne. Le fait de couper. Les gars ont attrapé le sac. Comme c'était emballé, c'était de l'autre côté du bras. On a commencé à la tirer. Pas moyen et tout. Elle résistait parce que c'était dans son corps. On les a jetés, son motoman et elle, au sol. Elle est obligée de lever les mains pour que le sac, la chaîne quitte. Ils sont partis avec le sac. Ça, c'est terrible. Elle en était suffisamment écorchée. L'autre drame, c'est que les riverains sont tétanisés, les mêmes bruits. Et ça, il était 11h. En plus, ils opèrent du matin jusqu'à l'autre matin. Il suffit d'être un peu distrait, ils sont sur toi. Et le drame, c'est que ils sont parfois adulés par quelques voyous au quartier. On les connaît. Oui, effectivement. Et ça aurait permis aux forces de maintien de l'ordre de mettre fin à ce type de comportement. Moi, quand je dis à Stéphane que là où j'habite, c'est un peu sécure, parce que non loin de ma résidence, il y a un général qui y habite. Oui.
les gens voulaient faire ces affaires, il a dit, il n'y a pas de souci. Le jour que le premier paie la route, signalé. Au téléphone, allô. On va prendre quelqu'un au téléphone, allô. Jean-Jean Foucault. Oui, c'est Guy Alain qui revient. Je reviens là. C'est très compliqué ce soir-là. Je voudrais dire à Georges qu'il n'y a pas de zone moins dangereuse. C'est dangereux partout à Yaoundé. Partout, même si vous retrouvez à la poste centrale, les mêmes gars peuvent vous agresser là en plein 20h. Partout, vous avez des motomans qui sont devenus des bandits. Ils ne font plus la moto. Parce qu'ils voient maintenant que 132, 100, 500, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ils préfèrent donc maintenant l'agresser. Ils ont les longs couteaux pour arracher nos biens. Il faut souligner ici que nous avons dénoncé ça ici. Quelle est cette capitale où les gens conduisent les motos avec les blousons? Même si le soleil est à 85 degrés, vous avez quelqu'un qui a le blouson. Mais je vous le dis, vous voyez, il transpire parce que dans le blouson, il a le matériel du travail. Et il préfère mourir la chaleur. C'est son paquetage. Parce que le fer est dedans. Vous voyez, les gars se pavane comme ça dans toute la capitale sans être inquiets. Rien ne va les inquiéter. Et ils vont agresser tout le long de Yaoundé avec leur blouson sale. Et c'est comme ça qu'ils tuent même d'autres personnes. Moi, on m'a parlé dernièrement, les lions jouaient quand là. Je suis à la poste centrale, j'avais une transaction à faire avec quelqu'un qui m'appelle. Et je suis bien propre, je descends à la poste centrale. Je suis ciblé par par une moto. Le conducteur et l'autre est derrière. Et ils viennent, ils serrent au débat de moi. Pendant qu'ils s'arrangeaient pour sortir le couteau, une délégation qui sortait de l'Omnisport avait déjà vu la scène. Oui. On les a demandé d'essayer seulement. Je demande du grand laisse, ils essayent seulement. Vous voyez, nous vivons dans une capitale où la sécurité est déjà entre les mains des citoyens entre eux. Est-ce que vous comprenez? Oui, on comprend. C'est comme toi et moi qui me sécurisent. Un plein poste central ici. C'est pour cela que nous dénonçons en disant que non, comme je disais, la place des délinquants, ce n'est pas à l'école. Parce que vous avez des gars comme ça qui se retrouvent à l'école pour faire du mal à nos enfants qui sont bien éduqués. Je viens de venir pour éduquer, M. qui disait, vous avez les parents qui aiment tu m'as vu, mon enfant fréquente dans le grand collège de Yaoundé, pendant qu'on peut mettre l'enfant dans le quartier d'habite à l'école, dans les écoles. Les enfants souffrent énormément. Parce que je suis Jean-Jean, que mon enfant fréquente dans le plus grand collège du monde, de Yaoundé. Oui, ils sont plusieurs qui le font. Vous voyez un enfant qui habite à Médon, il vient fréquenter ici en Volier. Vous avez d'autres qui habitent là-bas en Kouaban. Ils viennent fréquenter ici. Mais vraiment, il faut que les parents reviennent dans le meilleur sentiment. Et savoir qu'on fait souffrir nos enfants, pourquoi? J'étais assis quelque part l'autre jour avec un monsieur, et il faisait les divers me disait, mon enfant fréquente là où je paye 500 000, 700 000 par an. Je lui ai répondu, mais vous pouvez payer 700 000 par an à votre fille, elle devient prostituée. Il était énervé. Je lui ai dit, mon père m'a payé l'école en 2500. Quand je suis allé au lycée, c'était 7500. Mais aujourd'hui, je dépense certaines personnes qu'on a payé l'école à 750 000 par an. 1 million par an. Vous comprenez? Il faut que les parents sortent de la brousse. D'accord. Merci, Guy Alain. Who needs 50,000 francs scholarship? Me. At MTN, there are 20,000 and 25 scholarships to share this back to school. Pay at least 5,237 francs with the new Momo app or at star 126 hash and win. Momo is more. Allez, au téléphone, quelqu'un se signale, allô? Oui, bonsoir, c'est Bouba qui revient. Bouba, on vous écoute, vous avez la parole à nouveau. Guy Alain a parfaitement raison. Voyez-vous, aucune zone n'est sécurisée maintenant. Mais il y a les caméras à Yaoundé un peu partout, Bouba. Oui, il n'y a pas de cela une semaine. Une dame a été agressée devant l'hôtel des députés. Vous pouvez imaginer? La seule zone peut-être qui est pour sécuriser, peut-être c'est le palais de Tundi.
On a les forces de sécurité qui sont là, sont beaucoup plus occupées par les opposants, par la sortie des opposants. Parce que la sécurité des Camerounais ne leur dit absolument rien. Il suffit juste que tu rêves maintenant, bon, tu vas être président de la République, tu vas voir les policiers devant ta porte. Donc, je vais vous dire quelque chose concernant ces gens qui acceptent. Et là, je suis sincère. Vous allez constater, ce n'est pas par tribalisme ou quoi, c'est difficile de voir un nordiste agressé. Je dis bien c'est difficile. Pourquoi? Je m'explique. Parce que quand ces gens-là se présentent avec le couteau, nous-mêmes on sort le couteau. Et comme disait quand un cadavre va mourir, moi je me promène maintenant dans la nuit avec mon couteau. Parce que il faut maintenant, chacun doit prendre en charge sa sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Je reste à l'écoute. Merci. Sur l'autre ligne, allô? Oui, bon après-midi. Comment est-ce que je vous appelle? L'homme des 12 morceaux. L'homme des 12 morceaux, vous avez la parole, on vous écoute. Mais essayez d'arrêter définitivement le poste récepteur, s'il vous plaît. Arrêtez le 12e morceau. Prenez la parole. Ne laissez aucun morceau. Alors là, c'est le réseau qui veut nous lâcher, hein, l'homme de 12 morceaux. Non, il faut changer de position. Le 12e morceau dérange. Allô? Non, allez-y, on vous écoute. Alors là, on vous écoute pas du tout, hein, vraiment. Il faut essayer de rappeler, c'est mieux. Il faut le sens de la répartition. Voilà, au téléphone, allô? C'est beaucoup. Allô? Oui, bon après-midi. Oui. Bon après-midi, monsieur Jean-Jacques Foucault. Comment est-ce que je vous appelle? Monsieur Propre. Bienvenue, monsieur Propre. Vous avez la parole. Vraiment, bon après-midi à monsieur Stéphane Didier, à tout ton panel. Vraiment, ça nous édifie. Mais, monsieur Jean, j'aimerais dire ceci, n'est-ce pas? Au quartier, dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Puisque maintenant, là, les pluies de l'autre jour, seulement mon quartier, les gars sont venus, donc ils partaient de maison à maison, sur la pluie. On te sort les couteaux, tu es dedans, tu te trouves avec les couteaux. Et ils sont allés dans un centre de santé, trouver une femme, que son mari vient, comme vous venez chercher votre dame, elle a un centre de santé, tu arrives, tu trouves que les gars sont là, les gars n'ont rien à sécurité, les gars sont à l'intérieur. Maintenant, le monsieur a pris peur, il crie là, on peut pour aider sa femme. Maintenant, le monsieur, il était tranquille, il était bien resté tranquille, ils ont pris argent et tout, ils sont partis. Je vais dire, la faute pour moi, c'est les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Dans toutes les occasions, les gens qui font des mauvaises choses, qui font toutes ces choses-là. Et maintenant, la purification des motos, l'avenir des motos là, je vous jure, en ville, je suis chauffeur taxi. Mais je vous mens pas que avant qu'à Batos, derrière l'usine Batos, un monsieur bien habillé qui a fait traverser la route. Moi, je sors le nylon. Voilà deux gars qui viennent en moto, à vive allure, donc ils ont arraché le téléphone du monsieur. Sauf qu'en arrachant son téléphone, il a laissé tomber. Les gars ont faufulé là. On les voyait partir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais après, le gouvernement va mettre fin à ça. Et nous-mêmes, les usagers, nous-mêmes, les populations, nous devons aussi dénoncer. Que dans nos quartiers, mais ce qui nous fait peur maintenant de nos jours, vous comprenez? Oui. C'est parce que vous dénoncez et après on va devant. On va dire non, c'est tel, c'est chez au quartier, c'est venu du quartier, on a dit comme ça là. Donc, du coup, les gens ont peur. Les gens attendent seulement la verdict populaire. Le jour où tu attrapes, nous on finit avec toi. C'est comme ça maintenant. Parce que là, on en a marre. D'accord. Parce que là, on a censuré, hein, monsieur Propre. Il faut pas dire des choses comme ça, c'est pas très bien. Alors, au téléphone, allô, sur l'autre ligne. Allô? Oui, Jean-Jacques Foucault, Dan Kassawa, qui revient pour 1 minute là. Prenez la parole, Dan Kassawa. Oui. Une des zones où il y a plus d'insécurité actuellement à Yaoundé, c'est la gare de Lembe. La gare de Lembe. Même si tu arrives en journée ou dans la nuit, il y a toujours les agresseurs qui arrachent les sacs, les téléphones, l'argent. Et lorsque tu veux tenter de faire une tête dure là, ils te poignardent. Mais si tu es gentil, ils prennent le porte-monnaie, ils te mettent ta carte d'identité, ils te disent pas. Donc moi je pense que on doit quand même faire revenir peut-être une agence à Tongolo. Par exemple l'agence leader
ils ont construit une belle agence à Tongolo. Pourquoi tout dit? Et ils partent au bar là, dans Mona Télé, et quelque part là à côté. Moi, je ne trouve pas normal qu'on les amène à Olembe. Il y a même l'agence Binamke à Manguela. Ils ont leur agence clôturée. Je ne sais pas pourquoi on amène tous ces gens à Olembe. Il y a même l'agence de Bamoun là. Donc moi, je pense qu'au Lembe là, on doit sécuriser ça. Ou bien on ramène certaines agences à Tongolo ou à Mangué. Oui. Et maintenant, concernant Timothy disait qu'il n'y avait pas les gens de 30 ans en 98 dans ma classe. Moi, il lui dit que ma maîtresse a dit à un des gaillards de notre classe que si tu étais une femme, c'est que tu avais déjà les grands enfants et peut-être même un petit-fils. Merci. J'aimerais aussi dire que concernant le quartier de l'autre juge là, ouais, j'oublie son nom, à côté de Stéphane et Didi. Avec oui, ça c'est un quartier dangereux. On connaît déjà les quartiers dangereux. On dit que les gens même ont arraché un sac avec 4 millions dedans, ils sont partis toujours sur la moto. Donc je pense qu'il faut créer peut-être même un comité de vigilance. Gendarmerie dans cette zone. Bye bye. Merci, Dan Kassawa. Sur l'autre ligne, allô? Oui. Oui, bon après-midi. Bon après-midi. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? L'homme de 12 morceaux seulement. Ah oui, cette fois-ci, le réseau est bon. Bienvenue, on vous écoute. Apparemment, il y a un confrère qui a besoin de savoir le 13e morceau. C'est le chien et le chat. Ah, d'accord. Les denrées rares. Bon, je viens de donner ma part de contribution par rapport au sujet de cette histoire qui est vraiment très très important. Vous avez la parole. Moi, je vous dis, l'insécurité n'est pas seulement au niveau des motos. Je vous assure, le dehors est vraiment très très compliqué. Il faut que nos autorités mettent vraiment plus de vigilance dehors, donc des hommes en tenue vraiment pour faire le travail. Et non pour couvrir les personnes qui sont là pour détruire ce que les autres ont bâti. Il y a un quartier ici à Imombo. Je ne vais pas citer l'endroit, mais ils vont reconnaître l'endroit. Je suis allé là il y a presque 2 mois. Non, je peux dire 3 mois avant qu'on ne m'opère. Oui. Vous comprenez? Oui. J'arrive là-bas, je trouve les dealers en pleine journée. Ils sont en train de prendre les aides. Je dis, ils sont assis en pleine journée. Quelque part avant Belibi là. J'étais assis en train de prendre les trucs. Lorsque je demande à la personne qui m'a amené là-bas, en plein centre-ville comme ça, là, les gens se sont dit que si tu tentes, on te finit là et on va t'intégrer, on ne va même pas parler de ton histoire. C'est comme ça, on connaît déjà le secteur comme ça. Vous trouvez qu'un truc comme ça c'est normal? Quand celui-là sort là, il entre dans un taxi avec ses complices. Dès que vous montez, on vous met le couteau partout, on vous déshabille. Ce n'est pas une histoire comme le code qui a l'un crible les musulmans. Je vous dis, le dehors est très compliqué. Très compliqué. Et je voudrais donner ma part de contribution par rapport aux enfants que les parents envoient se tenter à l'Olodorf alors que toi-même tu habites à Biémati. Pas quand même à l'Olodorf. Papa, ton cas de ça n'est pas si bon. Je vous dis, tout ça, c'est la concurrence des femmes. Ah, des femmes? Oui, moi je parle des femmes, que les femmes m'excusent. Je vous dis, si vous allez vérifier, on va vous dire que ce sont les femmes qui amènent les hommes à accepter ces choses pareilles. Parce que tu ne peux pas me dire que vous voilà au sapeur, vous envoyez votre enfant fréquenter à Olympe. Imaginez un peu le nombre de kilomètres que l'enfant traverse le matin. Il arrive, il transpire. Il va faire les cours comment? Le soir quand il rentre, il fait aussi arriver à la maison, se reposer, étudier. Cet enfant va prendre l'énergie. D'accord. Et lorsque vos parents vous disent qu'ils payent l'enfant, l'école de l'enfant à 700 000 l'année, c'est comme si là-bas on enseignait seulement le genre que ça entre seulement tant que ça ne sort. Après ça, il va aller vendre l'eau glacée au marché. D'accord. C'est entendu.
l'homme des 12 morceaux. Merci. Alors, on va prendre quelqu'un sur la même ligne qui nous appelle au téléphone. Allô? Oui, bon après-midi, Jean-Jacques Foucault. Oui, bon après-midi. Comment est-ce que je t'appelle? C'est l'actionnaire majoritaire. Bienvenue. On t'écoute, tu as la parole. Oui, Jacques Bauer, le taximan. Bon après-midi à M. Georges Ameke. Je n'oublie pas Stéphane Didier. Et tous les camarades qui sont passés, les auditeurs. Oui. Mais Jean-Jacques, non, vous parlez des agressions même comme ça. Vous parlez même des secteurs où on agresse tout ça là. Est-ce que les hommes en tenue, que ce soit gendarmes, policiers, ils connaissent tous ces endroits-là? Et d'autres sont même complices. Mais vous ne pouvez pas dire ça. D'autres sont complices. Le 12 morceau vous a parlé d'un secteur et mon bon. J'ai porté un ami qui travaille du côté du marché central. Son frère était policier. Mais il le prenait pour qu'il l'accompagne à aller récupérer les perdiennes là où les gars fument les trucs là. Vous comprenez? Donc ils sont en connivence, ils se comprennent. Donc tous les jours qu'on vient bavarder là-haut, les hommes en tenue, ils sont au courant de tout ça, Jean-Jacques Foucault. Mais ils ne font absolument rien. C'est lorsqu'on a touché quelqu'un, qui est quelqu'un derrière quelqu'un, que quelque chose se fait. Allez du côté de pont de la gare, vous allez voir, on a arraché là-bas à tout minute, les mamans qui sortent du marché. Mais posez-vous la question pourquoi ça ne se passe plus. On a même mis le GSO, ou c'est le GSO, ou c'est le G mis là-bas. Donc vous comprenez que lorsque ça ne touche pas quelqu'un qui est quelqu'un dans ce pays, dormez tranquille, il n'y aura rien. Non, il y aura des choses. Il y aura des choses. Justement, Jean-Jacques, c'est pour ça que je vous dis que c'est parce que ceux qui nous dirigent n'ont pas le souci des Camerounais démunis. Je peux dire ça. Parce que c'est inadmissible que on va vous dire à Nouvelle Route des Tameki, on arrache à tout moment. Acheter les lignes de on va vous prendre peut-être mini-ferme à Mangué, on va vous prendre ceci, cela, et nous, tout ça là. Et c'est au-dessus de tout le monde. Pourquoi rien n'est fait au quotidien, Jean-Jacques Popo? Posez-vous la question. Jacques Bauer. Oui, Jean-Jacques. Merci, hein. On a suivi. Vas-y, chute alors, vas-y, chute. En quelques minutes. Vraiment, les établissements où on dit, à l'époque, on envoyait les enfants un peu loin parce que les établissements étaient aussi un peu rares. Mais Jean-Jacques Foucault, aujourd'hui, à 200 mètres, au plus 2 km de la maison, il y a des bonnes écoles. Mais j'étais en cours pendant l'autre jour, je ne comprends pas pourquoi ils sont en course avec quelqu'un. Là, elle me dit carrément que ses enfants doivent sortir de l'école à 16 heures. J'ai dit de quel côté, elle me dit collège Vogue. De quoi jusqu'à collège Vogue, Jean-Jacques Foucault. Ce n'est pas la sorcellerie. Bonne émission. Merci à la quête du savoir. On ne peut pas dire que nos forces de l'ordre ne font rien. Il y a des forces de l'ordre qui ont qui étaient au quartier Ekounou, le quartier je ne vais pas donner le nom ici. Il n'a même pas pu venir en réunion parce que Jean-Jacques. Parce qu'effectivement il y a eu un bouclage là-bas. Mais il y a quelqu'un qui oui. Votre métier vous autorise à parler du train qui arrive en retard et non de celui qui arrive à l'heure. Non, ne vous inquiétez pas. Certaines forces de l'ordre font leur travail. Voilà. Mais en réalité, je ne peux pas vous dire combien de fois on a agressé les gens à Batalon-Cac devant le poste de police. Je ne peux pas vous dire combien. D'ailleurs, ma belle-sœur, on a arraché son porte-monnaie, son sac, devant le poste de police des Liguedjoa là, en face de la chaîne des Liguedjoa. Vous comprenez? J'ai un ami qui est magistrat aujourd'hui, il s'appelle Lazare, je ne vais pas donner le patronyme. Lazare a été agressé devant Score, ce qu'on appelle aujourd'hui Casino, en plein 13h. Mais l'insécurité est criarde. La chose que moi je suggère, c'est que des gens comme nous, et ça je suggère ça à Georges, parce que moi j'ai plus ce problème, il faut demander l'autorisation de port d'armes. Ah bon? Quand vous m'agressez, venez très bien. Mais tous les Camerounais ne vont pas avoir d'armes. Parce que en fait, il y a dans un pistolet au moins 8 balles. Donc avant que vous ne m'ayez poignardé là, je vous aurais déjà quand même, parce qu'on demande la proportionnalité. Non, on ne peut pas laisser ça continuer. On ne va pas demander à tous les Camerounais de porter une arme à feu. Hein. Mais si vous demandez l'autorisation et les autorités estiment que vous en avez droit. Moi, par exemple, vous savez que j'en avais véritablement besoin. Je vous prends un cas, Jean-Jacques Foucault. J'avais un ami à l'époque qui était commissaire d'une unité de police que je préfère ne pas citer.
Mais dans son coin, il y avait les agressions, les braquages, tout. Je dis, mon frère, comment vous faites même pour être ici et qu'il y a ce genre de truc? Un commissaire normal connaît tous les agresseurs, s'il veut connaître les agresseurs d'un quartier. Dans votre quartier, vous savez que tel fait telle chose, tel autre fait tel autre. Il suffit de vous rapprocher du chef de quartier et de certains jeunes, vous aurez l'information. Mais chaque jour, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on ait arraché le port. À l'époque, là, ils venaient là, à lâcher les liquides, les gars du GSO. Ils ont disparu. Ils se cantonnent là, au niveau du pont de la gare. Mais s'il y a un problème d'effectif, recruter des jeunes. Moi, je ne comprends pas sérieusement ce pays. Et puis, nous parlions du problème de sécurité. Oui. Il faut rapprocher les écoles des enfants ou les enfants des écoles. Ceci passe par quoi? Dans la République que nous appelons de tous les vœux, il y aura plus ce qu'on appelle établissements privés. Tous les établissements seront publics. Vous savez comment on va faire? Dites-nous. Quand un privé construit son école, l'État récupère l'école et on lui reverse quelque chose chaque mois ou chaque année, en fait, en fonction de la convention qu'on a avec lui. Et là, on réduit la scolarité à 50 000 francs pour tout le monde. Donc, il n'y aura plus des écoles, on dit école canadienne, école française, c'est 50 000. 50 000. L'État subventionne l'autre. Oui. L'autre partie. Et vous allez donc voir comment les écoles publiques vont reprendre du poil de la bête. Le secteur de l'éducation et le secteur de la santé ne devraient pas être, à mon humble avis, confiés au privé. Quand un privé ouvre un secteur dans l'éducation de la santé, il faut l'accompagner. L'État doit s'impliquer. Et vous lui remboursez son investissement et un conseil d'administration où il a son mot à dire. Oui. Il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, on a des universités privées où on paye 5 millions. Et je leur demande souvent, mais vous mettez les enfants, ils vont à l'école à 5 millions. Et après, il y a le travail, on vous donne le travail. Comment quelqu'un, dans une société aussi pauvre, les gens payent l'école plus de 500 000, plus d'1 million. Oui, je comprends. L'environnement, l'éducation, ça coûte cher. Mais il faut que l'État reprenne les choses en main. D'accord. Georges Améké. Oui. Je crois qu'on était dans la sécurité au niveau des établissements, mais on se rend bien compte qu'il y a même insécurité un peu partout dans nos quartiers. Oui, ce n'est qu'une suite en réalité. Les enfants chassés de l'école pour délinquants se retrouvent au quartier. Comme ils ne peuvent plus porter les tenues, ils portent les armes désormais. Ils orchestrent l'insécurité au quartier, par conséquent, on est obligé de se retrouver au quartier. Et convenir avec tous les auditeurs qui ont appelé que l'insécurité est la chose la mieux partagée par les Camerounais aujourd'hui. Personne n'est en sécurité. Personne. Il y a des scènes où même les policiers sont agressés. Ils se laissent faire tranquillement pour que les seigneurs du dehors continuent à bomber le torse. Il faut éviter de résister pour ne pas être blessé. Je crois que tout le monde se rappelle l'époque. C'est un problème de formation. Là, on a parlé de 9 de Bépanda. C'était une question de sécurité. Il a fallu mettre fin à ça rapidement. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on a pu mettre non, à cette époque, il y a eu... Encore qu'on parle des gens qui... Parmi les 9, c'était pas vraiment ce qu'on cherchait. Non, mais les 9 n'étaient pas les bandits. Ils ont peut-être payé le prix du karma. Mais... Non, Stéphane, je dis, notre pays souffre toujours pour une bonne information. Parmi les gens tués dans cette affaire-là, je ne voudrais pas en parler, j'ai un cousin qui est mort.